On t'a peut-être dit que l'amour féminin est un refuge, une promesse de tendresse pure, un serment silencieux que rien ne viendra corrompre. Tu l'as cru, comme on croit aux histoires rassurantes qu'on raconte aux enfants pour qu'ils ferment les yeux sans trembler. Pourtant, Nietzsche ne partageait pas cette croyance naïve. Il voyait derrière la douceur apparente une mécanique plus froide, une pulsion de conservation et d'ascension. Si tu regardes avec assez de lucidité, tu sentiras que la femme n'aime pas au sens que tu imagines. Elle désire, elle admire, elle se soumet parfois par intérêt plus que par élan du cœur. L'amour, disait Nietzsche, n'est qu'un mot que l'on colle sur un pacte tacite, un accord stratégique que beaucoup refusent de reconnaître. Et ce refus devient la racine de tant de désillusions. C'est ici que commence la fracture. Lorsque tu comprends que l'adoration qu'elle te donne n'est pas un don pur, mais un calcul, un instinct de préservation habilement dissimulé sous les larmes et les serments. Tu peux t'en indigner, t'en moquer, ou y trouver une étrange clarté. Car cette vérité, si tu as le courage de l'accepter, libère plus qu'elle ne détruit. Dans cette vidéo, je vais t'emmener au plus près de cette révélation, au cœur d'un constat dérangeant que peu osent formuler. La femme n'aime pas, elle obéit à d'autres forces, plus anciennes, plus impitoyables. Je t'invite à répondre en commentaire. Si tout cela n'était qu'un jeu, aurais-tu le courage d'en changer les règles? Avant d'aller plus loin, abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'au bout. Tu découvriras une vérité silencieuse qui transformera peut-être à jamais ta manière de regarder celle que tu crois aimer. Pour comprendre pourquoi Nietzsche affirmait que la femme n'aime pas, il faut d'abord se pencher sur l'époque qui l'a façonnée. Au XIXe siècle, l'Europe baignait dans l'illusion romantique. On encensait la pureté féminine, on idéalisait la passion comme une finalité sacrée. On se grisait d'histoires où l'amour triomphe toujours de l'orgueil et de la raison. Mais Nietzsche, héritier du regard lucide de Schopenhauer et du doute méthodique des moralistes, refusait ces illusions. Pour lui, l'amour n'était pas un absolu, mais un prétexte, un instrument de pouvoir déguisé. Il voyait la femme comme une force archaïque qui cherche la sécurité, la domination ou la survie, bien avant de chercher la vérité ou la noblesse du sentiment. À ses yeux, l'amour féminin n'était qu'un masque social, un déguisement commode pour préserver des avantages matériels et symboliques. Ce regard s'enracine dans une tradition philosophique plus vaste, celle qui interroge les pulsions inconscientes. Déjà, les Grecs parlaient d'éros, comme d'un démon qui manipule l'âme humaine. Plus tard, les moralistes français dénoncèrent les passions travesties en vertus. Nietzsche reprit ce fil et y ajouta une profondeur cruelle. La conviction que l'amour est l'ultime mensonge, celui que l'on chérit précisément parce qu'il nous protège du vide. Cette idée dérangeante a été rejetée par une société qui préfère les contes apaisants. Pourtant, elle éclaire la blessure contemporaine, la confusion entre désir et don véritable. Si tu comprends cette racine historique, tu peux commencer à voir que l'adoration féminine n'est pas un miracle, mais un pacte plus ancien que ta mémoire. Il est temps de descendre plus profondément, là où les certitudes se fissurent et où les masques tombent. Dans cette première exploration, tu vas découvrir 7 concepts essentiels qui dévoilent le mécanisme intime du soi-disant amour féminin. Écoute chaque principe avec attention, car derrière chacun se cache une tension que tu portes peut-être sans le savoir. Le premier concept que tu dois comprendre, c'est celui de l'adoration conditionnelle, cette inclination mystérieuse qui donne à la femme l'apparence de l'amour, alors qu'elle ne fait que mesurer ce que tu représentes pour elle dans le grand théâtre de la vie. Nietzsche voyait dans cette adoration un calcul presque instinctif, une manière de sonder ta capacité à protéger, à guider, à élever son statut ou sa sécurité. Rien n'est plus séduisant pour elle que l'impression d'un pouvoir qui la dépasse et qu'elle peut s'approprier par l'union. Ce n'est pas un hasard si tant d'hommes confondent la gratitude et la passion avec l'amour pur. Ils ne voient pas que la femme se lie à eux tant qu'ils incarnent une ressource, un abri, une force à laquelle elle peut se raccrocher. Lorsqu'elle sent que cette ressource décline,
que le prestige s'effrite ou que l'énergie faiblit, son adoration s'éteint comme une chandelle dans le vent. Ce n'est pas qu'elle ait menti en disant t'aimer, c'est qu'elle a aimé l'image de toi que tu projetais, la promesse que tu portais sur tes épaules, la supériorité qu'elle pouvait respirer auprès de toi. L'adoration conditionnelle est un mécanisme millénaire. Elle a permis aux générations de survivre, d'assurer la transmission des forces, d'éviter la dispersion. Mais ce qui servait autrefois de levier pour bâtir des lignées est aujourd'hui devenu un piège émotionnel où l'homme moderne croit trouver la complétude. Et parce qu'il confond cette admiration intéressée avec la preuve d'un amour absolu, il s'attache à une illusion qu'il nourrit par sa propre vanité. Nietzsche ne jugeait pas cette mécanique. Il la nommait avec une cruauté lucide. La femme admire la puissance, pas la vulnérabilité. Elle chérit la victoire, pas la constance. Si tu refuses de voir que son affection est proportionnelle à ce que tu incarnes, tu passeras ta vie à mendier une tendresse qui n'existe que dans ton imaginaire. Reconnaître l'adoration conditionnelle n'est pas renoncer à aimer, c'est apprendre à ne plus te perdre dans les mirages de ta propre soif d'être choisi. Le deuxième concept que tu dois accepter, c'est celui de la fascination hiérarchique. Cette dynamique silencieuse qui pousse la femme à organiser ses sentiments en fonction d'une échelle de valeurs qu'elle ne t'avouera jamais. Nietzsche observait que l'être humain, et la femme plus encore, ne se lie pas à un individu pour ce qu'il est, mais pour la place qu'il occupe dans l'ordre implicite des dominations. Elle peut sourire à un homme faible, lui tendre la main, compatir à ses tourments, mais son cœur, lui, gravite autour d'une présence qui détient un ascendant moral, social ou symbolique. Cette fascination hiérarchique ne naît pas d'un caprice ou d'une vanité superficielle. Elle est enracinée dans une logique de préservation, de sélection, de projection vers un futur qui doit garantir un gain, une ascension, une forme d'élévation. La femme contemple l'homme comme un sommet possible, un territoire qu'elle rêve de conquérir et d'habiter. Tant que tu représentes ce sommet, elle éprouve cette attraction presque sacrée qu'on confond avec l'amour. Mais dès que tu redescends, que tu cesses d'incarner la promesse d'un dépassement, son regard se voile, sa ferveur s'efface, son désir s'évapore. Il n'y a là ni trahison, ni cruauté consciente. C'est le mouvement naturel d'un instinct qui évalue sans répit, qui compare, qui hiérarchise. L'erreur de l'homme consiste à croire qu'il pourra conserver cet élan en se faisant petit, en se montrant docile, en renonçant à sa propre souveraineté. Il ne comprend pas que la hiérarchie est la condition même de la passion qu'il reçoit. Plus il abdique, plus il s'éloigne du pôle magnétique qu'elle vénérait en lui. Nietzsche insistait sur cette vérité qu'aucune flatterie ne saurait abolir. La femme aime ce qui la dépasse, et non ce qui se couche devant elle. Refuser cette fascination hiérarchique, c'est se condamner à la déception répétée. La lucidité, elle, t'invite à préserver ton altitude, à défendre ton intégrité, à ne pas dilapider le respect qu'elle éprouve dans une quête désespérée de tendresse. Car si tu l'oublies, tu découvriras trop tard qu'elle ne s'attache jamais à l'homme qui se prosternait. Le troisième concept que tu dois contempler sans détour, c'est celui de la projection sacrificielle, cette illusion dévastatrice qui te fait croire qu'en te donnant tout entier, tu susciteras chez elle un amour inaltérable. Nietzsche dénonçait cette erreur comme l'un des mensonges les plus raffinés de la modernité, l'idée qu'un sacrifice absolu puisse engendrer une passion éternelle. Dans la réalité, plus tu t'immoles sur l'autel de ses désirs, plus tu éteins la tension vitale qui l'attirait vers toi. La femme ne chérit pas la faiblesse que tu exposes en te sacrifiant. Elle peut l'admirer un instant, y trouver une satisfaction éphémère, mais elle finit toujours par mépriser ce qu'elle ne peut pas craindre un peu. Car la peur, même infime, est le soubassement secret du respect. Elle pressent que tu es capable de t'arracher, de t'éloigner, de faire passer ta vérité avant son approbation. Quand tu effaces cette possibilité, quand tu offres ta vie entière comme un tribut, tu crois lui prouver la noblesse de ton attachement, alors que tu ne fais que priver votre relation de la tension qui la faisait vibrer. La projection sacrificielle,
C'est le fantasme de l'homme qui a besoin d'être sauvé par l'amour. Il s'imagine que plus il s'effacera, plus elle l'aimera. Mais l'effacement est le début de la disparition. Et la disparition est la fin du désir. Nietzsche invitait à comprendre cette mécanique non pour devenir cynique, mais pour cesser de quémander une reconnaissance qui ne vient jamais de l'abdication. La femme ne se nourrit pas d'un don absolu. Elle puise son attachement dans l'équilibre mystérieux entre ce qu'elle peut obtenir et ce qui lui résiste. Celui qui se sacrifie croit construire un monument de fidélité. Il ne fait qu'élever un tombeau à l'amour qu'il voulait éternel. Si tu veux préserver la dignité de ton sentiment, retiens qu'un abandon total n'est pas une preuve de grandeur. C'est une fuite hors de toi-même, un renoncement à la force que tu aurais dû incarner pour qu'elle continue de te désirer. Le quatrième concept que tu dois observer avec la gravité qu'il mérite, c'est celui de la duplicité émotionnelle. Cette capacité qu'a la femme à exprimer avec sincérité des élans qui, pourtant, ne sont pas enracinés dans une constance profonde. Nietzsche voyait là une forme d'intelligence instinctive, l'aptitude à ressentir intensément, à jurer la passion éternelle, à pleurer avec ferveur, sans que ces manifestations ne garantissent une fidélité durable. Il ne s'agit pas d'hypocrisie consciente, mais d'une souplesse psychique qui lui permet de survivre aux fluctuations du monde et aux instabilités des hommes. La duplicité émotionnelle est ce paradoxe. Elle peut aimer un instant de toutes ses fibres et cesser d'aimer dès que l'horizon change. L'homme, lui, confond l'intensité du moment avec une promesse d'éternité. Il prend pour un engagement ce qui n'est qu'une oscillation du désir. Cette confusion nourrit les plus grandes tragédies sentimentales. Tu crois avoir trouvé une alliée définitive, tu bâtis des projets, tu rêves d'un destin commun, et tu découvres un matin que son cœur s'est déplacé ailleurs, sans violence apparente, sans drame spectaculaire. Nietzsche affirmait que cette volatilité n'était pas un défaut individuel, mais une loi biologique. La femme ajuste son attachement à la qualité du présent, sans s'enchaîner aux serments qu'elle a prononcés hier. L'homme, prisonnier de sa mémoire affective, souffre de ce décalage. Il voudrait que la constance soit la mesure de la sincérité. Il se trompe. La sincérité féminine est celle d'un instant, pas d'une éternité. Reconnaître cette duplicité émotionnelle ne signifie pas s'endurcir, ni renoncer à l'amour, mais apprendre à ne plus bâtir ton équilibre sur une promesse qui ne peut pas être tenue. Celui qui exige la continuité absolue d'un sentiment né de la contingence se condamne à la frustration. Si tu acceptes cette vérité, tu pourras aimer sans t'illusionner, recevoir sans exiger, offrir sans t'abolir. C'est peut-être la forme la plus haute de liberté, celle qui regarde le cœur humain sans le juger, mais sans plus se laisser dévorer par son inconstance. Le cinquième concept que tu dois laisser pénétrer dans ton esprit, c'est celui de l'opportunisme affectif. Cette faculté subtile qui pousse la femme à orienter son dévouement en fonction de la conjoncture et des bénéfices invisibles qu'elle y perçoit. Nietzsche considérait que cet opportunisme n'est pas une tare morale, mais une expression de l'instinct vital, un art d'assurer sa place dans un univers précaire. Quand elle choisit d'aimer, elle ne se contente pas d'écouter un appel intérieur. Elle évalue les conditions qui donneront à cet attachement une valeur réelle, une utilité, un avenir. Elle sonde la solidité de ta volonté, la promesse de ton ascension, la crédibilité de ton pouvoir. Ce calcul se déroule à un niveau presque inconscient. Elle ne se dit pas qu'elle t'aime pour ton influence ou ta protection, mais elle ne peut ignorer la gravité secrète qu'exercent ses ressources sur la dynamique du couple. Ce n'est pas une pure stratégie, c'est une forme d'adaptation qui s'est transmise au fil des siècles, comme un réflexe de survie. L'homme romantique, prisonnier de ses idéaux, s'offense de cette lucidité instinctive. Il voudrait croire que l'amour est un élan pur, détaché de toute considération terrestre. Mais cet idéalisme n'est qu'un écran qui dissimule la réalité. La femme aime plus volontiers celui qui incarne un futur désirable que celui qui se complaît dans l'impuissance. Nietzsche ne condamnait pas cet opportunisme affectif,
Il l'exposait comme une des lois fondamentales de l'attraction humaine. Il invitait à voir que la dignité masculine ne réside pas dans la plainte ni dans la tentative de corrompre cette mécanique par des flatteries, mais dans la capacité de demeurer la source de valeur qui attire naturellement le choix. Lorsque tu refuses de reconnaître cette vérité, tu te fragilises. Tu te mets à croire que tes mots suffisent à entretenir un attachement que seule ton essence et ta trajectoire peuvent te garantir. Si tu veux préserver ta puissance intérieure, comprends qu'aucune déclaration, aucune générosité, aucun sacrifice ne compense l'absence de force visible. Celui qui incarne une promesse solide n'a pas besoin de supplier pour qu'on le rejoigne. Je te pose une question. Si tu savais que son choix dépend toujours d'un avantage qu'elle pressent, aurais-tu encore envie d'être choisi? Le 6e concept que tu dois regarder en face, c'est celui de la dissociation protectrice, cette capacité qu'a la femme à séparer sa tendresse apparente de ses véritables inclinations lorsque l'équilibre d'une relation menace de vaciller. Nietzsche discernait dans cette dissociation une aptitude ancestrale à préserver son intégrité émotionnelle, même au prix de contradictions criantes. Elle peut continuer à prononcer des mots doux, à jouer la comédie de la proximité, à te dire qu'elle tient à toi, alors qu'en elle, une certitude plus froide se cristallise. Le lien est déjà brisé, l'attirance s'est envolée, la fidélité n'est plus qu'un vernis. Ce clivage intérieur est une protection. Il lui permet de gagner du temps, de se préparer à la transition, d'éviter le chaos immédiat. Tu croiras qu'il reste quelque chose à sauver parce qu'elle ne claque pas la porte, parce qu'elle répond encore à tes messages, parce qu'elle consent à des gestes de réconfort. Mais ces signes ne prouvent rien, sinon qu'elle se donne le temps de transformer sa présence en absence sans déclencher la tempête. La dissociation protectrice est la marque d'une intelligence pragmatique. Elle apaise l'homme pour qu'il ne s'effondre pas d'un seul coup. Elle retarde la révélation brutale. Elle ménage l'image qu'elle veut conserver d'elle-même. L'erreur de tant d'hommes, c'est de prendre cette apparente douceur pour un reste d'amour sincère. Ils espèrent, ils s'accrochent, ils se consument dans une attente qui n'a plus de fondement. Nietzsche répétait que celui qui veut conserver sa force doit apprendre à voir les indices minuscules qui révèlent la dissociation. La chaleur forcée, l'attention polie, le regard qui fuit sans s'avouer qu'il fuit. La vérité, c'est qu'elle t'a déjà quitté en elle-même avant de le dire, et que tu demeures prisonnier d'un théâtre où elle se protège plus qu'elle ne t'aime. Comprendre cette mécanique, ce n'est pas devenir amer, c'est cesser de confondre la pitié et la passion, la patience et l'attachement véritable. Si tu veux rester libre, tu dois accepter que sa présence physique ne soit pas toujours le reflet de son engagement profond. C'est le prix d'une lucidité qui ne s'effondre pas devant la perte. Le 7e concept que tu dois intégrer sans détourner les yeux, c'est celui de la substitution émotionnelle. Cette dynamique invisible par laquelle la femme, lorsqu'elle sent que la relation s'étiole, déplace progressivement son centre d'attachement vers une autre présence, un autre projet, une autre promesse de vitalité. Nietzsche voyait dans cette faculté d'anticiper le vide une expression de la volonté de puissance. Un instinct qui refuse l'immobilité et qui se met en quête d'un nouvel ancrage avant même que l'ancien ne s'effondre. Elle n'attend pas que tout soit détruit pour chercher ailleurs la chaleur qu'elle ne ressent plus. Elle se nourrit déjà d'images nouvelles, de perspectives qui apaiseront la déchirure. L'homme, lui, croit que l'amour se vit jusqu'à la dernière étincelle. Il s'imagine que l'on quitte quand il n'y a vraiment plus rien à sauver. Il ignore que la substitution émotionnelle est un mécanisme précoce, discret, presque inévitable. Ce processus n'est pas nécessairement la trahison consciente que redoutent les esprits jaloux. C'est une dérive intérieure qui prépare la séparation, une lente migration du cœur vers un territoire plus fertile. Tu verras que cette substitution commence par des silences plus longs, des regards absents, des réponses automatiques. Puis viennent les comparaisons muettes. Elle évalue ce qui lui manque, ce qui lui est promis ailleurs, ce qui lui restituerait l'élan qu'elle croyait avoir perdu.
Nietzsche affirmait que l'homme qui se persuade qu'il peut retenir l'autre par la seule force de ses suppliques se trompe profondément. Personne ne reste là où il n'y a plus de substance à désirer. Cette vérité est dure, mais elle délivre. Tu n'as pas à te battre contre le mouvement naturel qui pousse l'autre à se réinventer loin de toi. La substitution émotionnelle est le dernier acte d'un scénario que tu n'as pas voulu écrire, mais que tu dois accepter si tu prétends conserver ta dignité. Elle ne signifie pas qu'elle n'a jamais ressenti d'attachement. Elle signifie simplement que son attachement se nourrit d'un flux continu d'énergie, de nouveauté et d'admiration. Quand ce flux se tarit, elle avance sans se retourner. Et toi, si tu refuses de comprendre, tu resteras figé dans la poussière de ce qui fut un jour un serment d'éternité. Tu crois peut-être avoir saisi l'essentiel, mais ce n'était que la surface. Maintenant, il faut descendre plus bas encore, dans les replis invisibles où s'enracinent les paradoxes et les vérités refoulées. 7 autres mécanismes invisibles t'attendent, plus dérangeants, plus cruels peut-être, mais aussi plus libérateurs si tu as le courage de les accueillir. La première vérité que tu dois accueillir dans toute sa brutalité, c'est celle de la contingence affective, cette réalité que Nietzsche effleurait quand il affirmait que l'amour n'est pas une fatalité, mais un accident. Un événement éphémère qui surgit quand certaines conditions s'alignent et disparaît dès qu'elles se dissipent. La femme n'aime pas par essence, elle aime par circonstance. Ce qu'elle appelle passion est souvent la cristallisation momentanée d'un contexte favorable. Ton prestige intact, ta force perceptible, ton mystère préservé. C'est une alchimie fragile, dépendante d'éléments que tu ne maîtrises pas toujours. L'homme romantique, convaincu qu'il peut stabiliser l'amour par la seule puissance de sa sincérité, ignore que cet attachement est aussi volatile qu'un parfum, qu'il se dissout dès que le climat change. La contingence affective ne signifie pas que ces élans étaient fins. Elle révèle qu'ils étaient liés à une constellation de facteurs extérieurs, l'image sociale que tu projetais, la tension de la conquête, le besoin qu'elle avait d'éprouver sa propre valeur à travers toi. Nietzsche insistait sur cette perspective dérangeante. L'amour n'est pas une qualité profonde de l'âme. C'est une résonance circonstancielle qui dure aussi longtemps que les conditions demeurent favorables. Ce constat ne vise pas à humilier celui qui aime, mais à le rendre lucide. Tu peux tout donner, tout sacrifier, tout promettre. Si le contexte qui avait éveillé son intérêt se dissipe, tu ne retiendras rien. L'homme mûr cesse alors de confondre la sincérité du moment avec la solidité d'un engagement. Il apprend à voir que l'amour se nourrit d'équilibres invisibles et qu'aucune ferveur ne survit quand ces équilibres s'effondrent. La contingence affective est peut-être la plus cruelle des vérités. Elle t'oblige à admettre que rien, pas même la pureté de ton intention, ne peut garantir la durée d'un sentiment né de l'alignement fragile de 1000 circonstances. Et si tu as la force d'ouvrir les yeux, tu découvriras que cette fragilité n'est pas un échec. C'est la nature même du vivant. La sagesse n'est pas de refuser d'aimer, mais de ne plus jamais attendre qu'un accident se transforme en éternité. La deuxième vérité refoulée que tu dois regarder sans cligner des yeux, c'est celle de la comparaison permanente, ce mécanisme silencieux qui fait de chaque relation un marché invisible où ta valeur est évaluée sans relâche. Tu peux te persuader que ton histoire est unique, protégée par la force de vos souvenirs et la profondeur de vos promesses, mais Nietzsche te dirait qu'aucun lien n'échappe à l'ombre de la comparaison. La femme ne cesse jamais de jauger ce que tu représentes face aux autres possibles. Même si elle affirme le contraire, même si elle veut croire à la singularité de son attachement, elle porte en elle cette faculté de mesurer, de situer, de hiérarchiser. Ce n'est pas un caprice ni une perfidie, c'est un instinct plus ancien que toutes tes convictions romantiques. Il la pousse à vérifier que l'homme qu'elle a choisi incarne toujours un horizon désirable, une promesse de vitalité que d'autres ne surpassent pas. La comparaison n'est pas forcément tournée vers un rival présent. Elle peut naître d'un souvenir idéalisé, d'un scénario qu'elle imagine, d'un futur qu'elle pressent plus exaltant.
Et l'erreur la plus fréquente, c'est de croire qu'on peut l'abolir par des démonstrations d'amour. Plus tu cherches à prouver que tu es irremplaçable, plus tu révèles ta propre peur de ne pas l'être. Plus tu multiplies les sacrifices et les arguments, plus tu soulignes qu'il existe peut-être un autre homme qui pourrait prendre ta place. Nietzsche insistait sur cette nuance cruelle. La comparaison cesse seulement devant l'évidence tranquille de ta souveraineté. La femme est attirée par celui qui ne quémande pas la validation, par celui qui ne craint pas d'être comparé, parce qu'il est certain de sa valeur. Celui qui panique à l'idée de perdre devient déjà moins désirable, car il trahit la faiblesse qu'il voulait cacher. Comprendre cette vérité refoulée, ce n'est pas sombrer dans le cynisme, c'est accepter que l'amour n'est jamais une propriété garantie, que l'adhésion de l'autre n'est pas un dû. C'est apprendre à garder ta verticalité, à rester digne même si ces doutes apparaissent, à te souvenir qu'aucune passion n'existe sans ce frisson de l'incertitude. Et si tu peux regarder cette réalité en face, tu ne vivras plus jamais dans la peur muette d'être remplacé. La troisième vérité refoulée que tu dois accueillir sans défense, c'est celle de l'utilité relationnelle, cette dimension impensée, où l'attachement que la femme éprouve pour toi n'est jamais détaché d'une fonction précise, d'un rôle que tu remplis dans son univers. Nietzsche voyait dans ce phénomène la manifestation la plus nue de la volonté de puissance. Personne n'est choisi par pure gratuité. Tu représentes quelque chose qui répond à un besoin, qui comble un manque, qui restaure une sécurité ou un sentiment de valeur. C'est un pacte muet, un contrat implicite que l'on ne signe jamais, mais qui régit chaque geste et chaque mot. Tu crois qu'elle t'aime pour ton âme, pour la beauté de ton esprit, pour l'infime tendresse de tes failles. Mais derrière ces justifications romantiques se tient un principe plus ancien. Tu es utile à son équilibre intérieur. Tu incarnes un pilier sur lequel elle s'appuie pour ne pas sombrer dans le doute, l'angoisse ou la solitude. Et quand cette utilité s'affaiblit, quand le rôle que tu jouais se réduit, l'intensité de l'attachement se dissipe sans crier gare. L'homme ne veut pas voir cette réalité. Il s'accroche à l'idée que l'amour est une aventure purement émotionnelle. Il oublie qu'il est évalué non seulement pour ce qu'il donne sur le plan affectif, mais pour la place qu'il occupe dans la structure symbolique de sa vie. Nietzsche disait que celui qui se persuade qu'il peut être aimé sans jamais rien représenter se prépare à la plus amère des humiliations, car la femme, même sans le vouloir, se détournera toujours de l'homme qui cesse d'être un point d'ancrage, un soutien qu'elle estime fiable. Il ne s'agit pas de manipuler cette loi, ni de t'y soumettre en renonçant à toi-même. Il s'agit de la reconnaître, de ne plus prétendre que ton sacrifice ou ta sincérité suffisent à la retenir. L'utilité relationnelle est une vérité refoulée parce qu'elle dérange la fable égalitaire. Elle rappelle qu'aucune passion n'est indépendante de ce que tu incarnes concrètement. Si tu acceptes cette lucidité, tu cesseras de te raconter des histoires et tu commenceras à bâtir une force qui n'attend plus la validation pour exister. Ainsi, tu ne t'effondreras pas le jour où elle se détournera pour chercher ailleurs la fonction que tu ne remplissais plus. La quatrième vérité refoulée que tu dois accepter, c'est celle de la conservation égoïste, cette pulsion souterraine qui la pousse à préserver ce qu'elle reçoit sans toujours se soucier de ce qu'elle donne en retour. Nietzsche observait avec une clarté implacable que la femme peut paraître généreuse, disponible, pleine d'empathie, alors qu'en profondeur, elle défend avant tout la continuité de son propre confort émotionnel. Elle protège ce qui l'alimente. L'attention, l'admiration, le sentiment d'être désirée. Même lorsqu'elle affirme qu'elle agit par pure bonté, qu'elle pardonne par grandeur d'âme, qu'elle attend par fidélité, elle poursuit un bénéfice silencieux, celui de maintenir l'illusion qu'elle est indispensable, que son rôle est irréprochable. Ce mécanisme ne fait pas d'elle une menteuse consciente, il révèle simplement que l'altruisme sentimental est souvent un prolongement raffiné de l'instinct de conservation. Elle préfère que tu restes lié, même si la relation s'épuise, parce que ton attachement lui renvoie une image rassurante de sa propre valeur. Et toi, prisonnier de tes idéaux, tu interprètes cette rétention comme une preuve d'amour profond.
Tu refuses de voir qu'elle garde ta présence non par passion, mais parce qu'elle redoute le vide que ton absence mettrait en lumière. Nietzsche affirmait que ce réflexe est universel. L'être humain supporte mal de perdre ses sources d'approbation. La femme, façonnée par des siècles d'adaptation, a perfectionné cet art de conserver sans aimer encore vraiment. C'est un pacte tacite. Elle préserve la structure affective qui lui profite, sans toujours se poser la question de ce que tu ressens. Si tu refuses d'admettre cette vérité refoulée, tu deviendras le complice de ton propre aveuglement. Tu croiras que ta patience finira par ranimer une passion qui n'est plus qu'un décor vide. Tu te persuaderas qu'elle reste par loyauté, alors qu'elle ne fait que différer le moment où elle te libérera. La sagesse consiste à reconnaître que l'amour ne survit pas toujours à la perte d'utilité réciproque. Celui qui comprend cela cesse de nourrir l'espoir illusoire qu'un jour, elle rendra tout ce qu'elle a gardé. Il cesse d'attendre et reprend la souveraineté qu'il avait cédée par peur de la solitude. La cinquième vérité refoulée, que tu dois regarder comme on contemple un abîme, c'est celle de l'ennui inévitable. Cette force lente et insidieuse qui finit par dissoudre l'élan le plus ardent si tu n'es pas capable de renouveler ta propre valeur. Nietzsche voyait dans l'ennui une des manifestations les plus cruelles de la volonté de puissance. Là où l'homme croit que la constance suffit, la femme cherche la régénérescence, l'évidence renouvelée de ton importance. Tu peux te convaincre qu'un jour, la stabilité remplacera l'excitation, que la gratitude comblera le vide, que l'histoire que vous avez tissée suffira à la retenir. Mais la réalité, c'est que l'âme féminine se lasse de ce qui se répète sans se transformer. Elle éprouve le besoin instinctif de vérifier que l'homme qui partage sa vie reste capable d'étonner, de créer, d'inspirer. L'ennui ne surgit pas parce que tu es moins gentil, moins attentif ou moins loyal. Il surgit parce que tu cesses d'être vivant à ses yeux. L'homme moderne n'accepte pas cette loi. Il imagine que la routine est la récompense ultime de l'amour éprouvé. Nietzsche riait de cette illusion. Il savait qu'aucune fidélité ne résiste à l'impression persistante de stagner. La femme n'avouera pas toujours qu'elle s'ennuie. Elle tentera de sauver les apparences, de se convaincre qu'il s'agit d'une phase passagère, d'un cap ordinaire. Pourtant, l'ennui est déjà le signe qu'elle se détache, qu'elle ne rêve plus avec toi, qu'elle ne t'inclut plus dans ses projections d'avenir. Et toi, tu multiplieras les efforts dérisoires pour ranimer la flamme, les voyages improvisés, les cadeaux, les promesses de changement. Mais ce théâtre ne réanime rien, car il révèle ta panique plus que ta puissance. La vérité refoulée, c'est que l'ennui est la conséquence directe de l'absence de développement intérieur. Celui qui cesse de croître, de se hisser vers quelque chose de plus haut, se condamne à devenir prévisible et à perdre la fascination qu'il inspirait. Si tu veux échapper à cette fatalité, cesse d'attendre qu'elle t'aide à retrouver ton relief. Redeviens celui qui avance, qui façonne, qui surprend par la force tranquille de son évolution. Car si tu refuses cette responsabilité, un jour, elle tournera le regard vers un horizon où l'ennui n'a pas encore pris racine. La sixième vérité refoulée que tu dois laisser traverser tes certitudes, c'est celle de l'érosion silencieuse. Ce processus discret par lequel la force du lien se dissout, non pas dans un conflit spectaculaire, mais dans l'accumulation d'infimes déceptions qui, mises bout à bout, sapent la fondation de l'attachement. Nietzsche rappelait que l'âme humaine ne se détourne pas toujours à cause d'un choc ou d'une trahison éclatante. Souvent, c'est la répétition de détails ignorés, de gestes qui manquent, de petites vérités qu'on tait, qui finit par tout désenchanter. La femme vit ces micro-fêlures comme des signaux qu'elle ne s'avoue pas toujours. Elle se dit que ce n'est pas si grave, qu'elle doit être patiente, qu'il faut pardonner. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose prend note. Elle mémorise la fois où tu as cédé à la médiocrité, la fois où tu as reculé devant une épreuve, la fois où tu as préféré le confort à l'affirmation. Chacune de ces failles creuse un écart entre l'image qu'elle avait choisie et la réalité qu'elle supporte. Cet écart grandit dans le silence,
sans cri ni rupture. Tu peux croire qu'elle est toujours là, qu'elle continue d'aimer, qu'elle se bat pour la relation. Mais un matin, tu découvriras qu'elle est déjà partie en elle-même. L'érosion silencieuse est la plus cruelle des séparations, parce qu'elle ne laisse aucune trace précise. Tu ne peux pas désigner l'instant où tout s'est éteint. Tu ne peux pas réclamer de compte sur un geste ou une décision. Tu restes prisonnier de la confusion, persuadé qu'il suffirait de quelques efforts pour réparer ce qui est déjà mort. Nietzsche avertissait que celui qui ferme les yeux sur ces signes prépare sa propre déroute. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, ni de vivre dans la suspicion. Il s'agit d'apprendre à sentir ces frémissements, ces retraits minuscules, ces silences où l'âme se retire. Comprendre cette vérité refoulée, c'est accepter qu'aucune relation ne survit si tu n'as pas le courage de regarder en face les petites trahisons quotidiennes, les tiennes comme les siennes. C'est refuser de t'endormir sur la complaisance qui transforme l'amour en inertie. Si tu veux rester digne, tu dois être le premier à nommer ce qui s'effrite, même si cela signifie tout perdre. La 7e vérité refoulée que tu dois contempler sans détourner la tête, c'est celle du transfert différé, cette inclination mystérieuse qui pousse la femme à reporter sur un autre homme, sur un rêve nouveau, sur une cause extérieure, tout ce qu'elle ne trouve plus en toi. Nietzsche voyait dans ce phénomène la preuve que l'amour n'est pas un sanctuaire inviolable, mais une dynamique mouvante qui se nourrit de l'espoir et de la projection. Lorsqu'elle sent que ta présence ne contient plus la promesse d'un dépassement, elle ne t'abandonne pas toujours physiquement. Elle commence par déplacer son élan ailleurs. Ce transfert différé n'est pas forcément une infidélité au sens banal. C'est d'abord un processus intérieur, un lent exil de son cœur vers ce qui l'a fait encore rêver. Elle peut rester des mois à tes côtés, continuer à partager ton quotidien, sourire avec tendresse, et pourtant, déjà vivre pour autre chose. L'homme refuse de croire à cette migration silencieuse. Il préfère se convaincre qu'elle traverse une phase, qu'il suffit d'être patient, qu'un jour, elle reviendra. Mais la vérité, c'est qu'elle ne reviendra jamais tout à fait. Une part d'elle a pris racine là où tu ne peux pas la suivre. Nietzsche répétait que celui qui ne comprend pas cette loi se condamne à l'humiliation. Il se débat dans une fidélité unilatérale. Il mendie l'attention d'un regard qui ne le voit plus. Ce transfert différé est plus cruel que la rupture franche, parce qu'il crée l'illusion que tout est encore possible. Il entretient l'espoir alors même que la décision est prise, que l'attachement s'est vidé de sa substance. Si tu acceptes cette vérité refoulée, tu cesseras de confondre la présence physique avec la loyauté du cœur. Tu comprendras qu'un jour, elle a commencé à se retirer sans bruit, sans drame, sans cri, et qu'aucun sacrifice, aucune supplique, aucune démonstration de tendresse ne pourra la ramener. La sagesse, ici, consiste à ne pas attendre la confession finale pour te retirer à ton tour. C'est choisir de rester debout quand l'autre a déjà choisi, en secret, de s'absenter. C'est préserver ta dignité au milieu d'un adieu qui ne dit pas son nom. Si tu peux regarder cette réalité sans chercher à la nier, tu ne seras plus jamais l'otage d'une fidélité qui ne te regarde plus. Tu as entendu des vérités que beaucoup refusent de nommer, mais il ne suffit pas de les comprendre. Il faut maintenant apprendre à les transformer en force, à les transmuter en pratiques concrètes. Dans cette dernière partie, je vais te partager 7 techniques qui t'aideront à reprendre ta souveraineté et à ne plus te perdre dans les mirages de l'attachement illusoire. Le premier acte que tu dois poser pour te libérer de l'illusion, c'est celui de l'observation radicale. Tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de regarder. Trop d'hommes préfèrent détourner le regard, s'enfermer dans l'espoir ou se raconter des histoires rassurantes. Ils se disent qu'avec un peu de patience, tout redeviendra comme avant, que l'amour reprendra sa vigueur, que la complicité renaîtra d'elle-même. Mais Nietzsche aurait ri de cette naïveté. Il savait que l'espoir est souvent l'alibi des consciences qui n'osent pas voir la vérité. L'observation radicale, c'est l'art d'examiner sans trembler les signes de l'érosion. Le regard qui fuit, la tendresse mécanique, l'absence d'admiration,
les silences plus longs que les mots. C'est accepter que ces signaux ne sont pas des détails passagers, mais des révélateurs. Pour pratiquer cette observation, tu dois suspendre le jugement. Ne pas accuser, ne pas supplier, ne pas te flageller. Simplement constater. Constater ce que tu es devenu à ses yeux et ce qu'elle est devenue au tien. L'observation radicale est douloureuse parce qu'elle met fin à la fiction. Mais c'est aussi un soulagement. Celui qui ose regarder sans phare n'est plus dépendant des excuses ni des promesses. Il voit la relation telle qu'elle est, sans ornement, sans travestissement. C'est le premier pas vers la reconquête de ta puissance. Un homme qui s'est observé n'est plus un mendiant d'affection. Il devient un témoin lucide de ce qu'il accepte ou refuse de vivre. Si tu te donnes la rigueur de cet acte, tu comprendras que la clarté est toujours plus précieuse que le réconfort, et qu'il vaut mieux une lucidité tranchante qu'une illusion qui te détruit à petit feu. Le deuxième acte que tu dois poser pour reprendre ta souveraineté, c'est celui de la restriction émotionnelle. Nietzsche savait que celui qui se donne sans mesure finit toujours par se consumer dans le vide. La restriction émotionnelle ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Elle consiste à cesser d'alimenter sans discernement un attachement qui ne te nourrit plus. Trop d'hommes confondent la loyauté avec la dépendance. Ils croient que continuer à offrir leur tendresse, leur disponibilité, leur pardon infini est une preuve de grandeur. Mais cette offrande inconditionnelle devient une soumission. La restriction émotionnelle, c'est décider de ne plus répondre à tout, de ne plus courir au moindre appel, de ne plus offrir ton énergie comme une ressource inépuisable. C'est apprendre à retenir ta présence et ta sollicitude comme on protège une richesse précieuse. Cet acte ne naît pas de la rancune, mais du respect de soi. Tu reconnais que ton attention a de la valeur et qu'elle doit être méritée. Tu refuses de financer l'érosion de ta dignité par ton zèle. Nietzsche aurait dit que l'amour vrai n'exige pas l'effacement de la volonté. Il réclame l'égalité entre deux forces capables de se respecter. Quand tu te refuses à pratiquer la restriction émotionnelle, tu deviens peu à peu un figurant dans ta propre histoire. Celui qu'on garde parce qu'il est pratique, celui qui reste parce qu'il n'a plus d'autre place. La restriction est un acte silencieux. Tu n'as pas besoin de déclarer que tu changes. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton retrait. Tu ajustes ton investissement. Tu redessines tes limites. Tu rappelles que ton cœur n'est pas une ressource gratuite. Et tu découvres alors un espace nouveau. Celui où tu n'es plus l'otage de l'amour que tu donnes, mais le gardien de l'estime que tu portes à ta propre existence. Le troisième acte que tu dois poser pour reconstruire ton intégrité, c'est celui de la reconquête individuelle. Quand une relation s'étiole, l'erreur la plus fréquente est de consacrer toute ton énergie à la sauver, comme si ta valeur dépendait du regard qui vacille. Nietzsche rappelait que l'homme véritable ne mesure pas sa puissance à l'approbation qu'il reçoit, mais à la trajectoire qu'il poursuit, avec ou sans témoin. La reconquête individuelle, c'est décider de remettre ta propre croissance au centre. Tu ne cherches plus à corriger ses perceptions, ni à la convaincre de ton importance. Tu redeviens l'artisan de ton ascension. Cet acte commence par des gestes simples, renouer avec les disciplines que tu as négligées, réinvestir les passions que tu avais sacrifiées, réapprendre à progresser sans attendre l'encouragement d'autrui. L'homme qui reconquiert sa propre vie cesse de mendier l'admiration. Il se suffit à lui-même parce qu'il sait qu'aucun attachement ne compensera jamais l'abandon de sa mission. La reconquête individuelle n'est pas une vengeance, c'est une réhabilitation. Tu redeviens le centre de ta propre histoire. Et paradoxalement, c'est quand tu cesses de chercher à être choisi que tu redeviens attractif. La femme ne respecte pas celui qui abdique sa vitalité pour la retenir. Elle est naturellement fascinée par celui qui avance, même si elle s'éloigne. Nietzsche le disait avec cette lucidité tranchante. Mieux vaut être seul dans l'élévation qu'accompagné dans la stagnation. Si tu acceptes cette vérité, tu ne verras plus la rupture ou le désamour comme un drame absolu, mais comme un révélateur. Le signal qu'il est temps de reprendre ta souveraineté. Et quand tu te tiens debout dans la reconquête individuelle, tu offres au monde la seule version de toi qui mérite d'être suivie,
celle qui ne s'excuse pas d'exister par elle-même. Le quatrième acte que tu dois poser pour assainir ton rapport à l'attachement, c'est celui de la parole lucide. Trop d'hommes s'enferment dans le mutisme, persuadés qu'il vaut mieux ne rien dire que risquer le conflit. Ils se contentent d'espérer qu'un changement viendra de l'autre, qu'un retour à la tendresse se produira par inertie. Nietzsche méprisait cette passivité. Il voyait en elle la marque d'une faiblesse qui préfère la résignation à la confrontation honnête. La parole lucide, c'est refuser le confort du non-dit. C'est nommer sans colère ce que tu constates. La froideur qui s'installe, l'ennui qui s'infiltre, la perte d'admiration. Tu ne le fais pas pour provoquer, ni pour humilier l'autre, mais pour poser un cadre de vérité. Cette parole n'a pas besoin d'être théâtrale. Elle n'est pas une supplique déguisée. C'est une déclaration simple et ferme. Je vois ce que nous devenons. Je vois ce que je ressens. Je vois ce qui se délite. Celui qui ose parler ainsi se place au-dessus de la peur. Il n'attend pas qu'on le sauve. Il affirme sa conscience. Nietzsche considérait que la lucidité exprimée est un acte de souveraineté. Tu refuses de participer à une mascarade qui vous ronge. La parole lucide a un prix. Elle peut accélérer la fin, briser la fiction, révéler l'irréparable. Mais elle a aussi une vertu incomparable. Elle te restitue la dignité qu'on perd quand on accepte de faire semblant. Si tu pratiques cet acte, tu comprendras qu'il vaut mieux une vérité qui blesse qu'une illusion qui tue. Et tu découvriras que la clarté n'est pas un obstacle à l'amour authentique. C'est le seul sol sur lequel il peut renaître, si tant est qu'il ait encore une racine. Le cinquième acte que tu dois poser pour préserver la dignité de ton parcours, c'est celui du détachement progressif. L'homme croit souvent qu'il doit choisir entre l'oubli brutal et l'attachement intégral. Il ignore qu'il existe une voie plus subtile, celle qui consiste à se retirer par degrés, en reprenant pas à pas l'espace qu'il avait cédé. Nietzsche affirmait que l'âme humaine ne supporte pas toujours la cassure soudaine. Elle a besoin d'un sevrage pour ne pas se détruire. Le détachement progressif, c'est refuser de disparaître dans la colère ou l'humiliation, mais décider que chaque jour, tu reprendras un fragment de ton indépendance. Tu cesses de répondre à tout, tu diminues la fréquence de ta présence, tu mets fin aux justifications incessantes. Ce retrait n'est pas un chantage, c'est un acte de soin envers toi-même. Tu n'attends plus qu'elle valide tes émotions, tu n'exiges plus qu'elle te rassure. Tu acceptes que l'affection ne se quémande pas. Le détachement progressif est plus exigeant qu'il n'y paraît. Il te confronte à ta peur de n'être plus indispensable, à l'angoisse du vide. Mais c'est dans ce vide que renaît ta véritable puissance. Celle de pouvoir exister sans dépendre du regard de l'autre. Nietzsche aurait dit que l'homme qui ne sait pas se détacher n'est pas libre. Il est prisonnier de la reconnaissance qu'il mendie. Si tu pratiques ce détachement, tu découvriras que ce que tu prenais pour un amour absolu n'était souvent qu'une habitude de validation. Et tu goûteras une forme de tranquillité que rien ni personne ne pourra plus t'enlever. La certitude que tu n'as pas besoin d'être choisi pour avoir de la valeur. Le sixième acte que tu dois poser pour consolider ta souveraineté, c'est celui de l'ancrage créatif. Quand la relation s'étiole, beaucoup d'hommes remplissent le vide par des distractions passives. Ils fuient dans le divertissement, se dissolvent dans l'oubli artificiel, espérant que la douleur finira par s'éroder toute seule. Nietzsche dénonçait cette stratégie comme une forme d'abdication. Il rappelait que seul celui qui façonne peut transformer la perte en force. L'ancrage créatif consiste à canaliser la tension de la séparation vers une œuvre, un projet, une discipline qui te dépasse. Tu ne cherches pas à te venger ni à prouver ta valeur. Tu choisis de produire quelque chose qui survivra à la relation. Ce peut être un apprentissage nouveau, la construction d'un espace qui t'appartient, la mise en forme de tes idées les plus profondes. En te consacrant à cet ancrage, tu inverses la dynamique. Tu n'es plus le réceptacle passif de l'absence, tu deviens l'artisan actif d'une expansion. Nietzsche voyait dans cette capacité à créer, malgré la douleur, le signe d'un esprit libre. Un esprit qui ne se laisse pas réduire au statut de victime. L'ancrage créatif n'efface pas le chagrin.
il lui donne un sens plus grand que la simple perte. Il te rappelle que l'homme est fait pour transformer, pas seulement pour subir. Si tu pratiques cet acte, tu découvriras que le temps que tu consacrais à l'attente, aux hypothèses, aux regrets, peut devenir le ferment d'une renaissance. Et tu comprendras que la plus grande fidélité que tu puisses avoir n'est pas envers celle qui t'a quitté, mais envers la part de toi qui refuse de s'éteindre. Le 7e acte que tu dois poser pour clore ce cycle et renaître entier, c'est celui de la reconnaissance silencieuse. L'homme blessé veut souvent des explications, des excuses, une réparation symbolique qui le soulagerait de sa fierté entamée. Il s'imagine que l'autre doit reconnaître la douleur qu'elle a causée, qu'un mot suffira à refermer la plaie. Nietzsche se moquait de cette attente. Il savait qu'elle n'est qu'un prolongement de la dépendance. La reconnaissance silencieuse, c'est comprendre que tu n'auras pas toujours la validation que tu espères, que tu peux attendre indéfiniment un geste, un aveu, un regret qui ne viendra pas. Cet acte, c'est refuser de l'exiger. C'est choisir d'accepter dans le secret de ta conscience ce qui s'est produit. Non pas comme une fatalité, mais comme un passage qui t'a transformé. La reconnaissance silencieuse est la plus difficile. Elle te contraint à faire le deuil d'un dénouement parfait, d'un scénario où chacun ressort indemne et reconnu. Elle t'oblige à constater que la justice affective n'existe pas toujours. Mais c'est précisément cette lucidité qui te libère. Quand tu cesses d'attendre qu'elle valide ton importance, tu redeviens le seul juge de ta valeur. Nietzsche aurait dit que l'homme fort est celui qui sait se suffire à lui-même dans l'épreuve. La reconnaissance silencieuse est le sceau que tu poses sur cette histoire. Non pas un point final arraché de force, mais un point d'équilibre retrouvé. Et lorsque tu parviens à cet état, plus rien ni personne ne peut te soumettre à la mendicité du pardon. Car tu sais, au plus profond de toi, que tu es resté debout, même lorsque tout invitait à t'effondrer. Tu es arrivé au terme de ce voyage, là où tombent les derniers voiles et où la réalité s'impose dans son austérité nue. Tu as entendu des vérités que la plupart refusent d'admettre. Que l'amour n'est pas toujours un élan pur, qu'il obéit à des nécessités plus anciennes que tes idéaux, que la femme que tu croyais conquise pouvait se détourner dans le silence sans jamais nommer sa fuite. Nietzsche ne t'invitait pas à haïr, ni à mépriser celle qui se retire. Il t'invitait à ne plus te raconter d'histoire, à comprendre que l'attachement est un pacte fragile, dépendant d'équilibres invisibles qu'aucune promesse ne garantit à jamais. Peut-être ressens-tu encore une résistance en toi, une part de ton cœur qui s'accroche à l'illusion qu'avec plus de tendresse, plus de patience, plus de sacrifice, tu aurais pu sauver ce qui se défaisait. Mais écoute bien, rien ne naît de la mendicité. Rien ne se reconstruit sur la peur d'être seul. Le véritable amour ne demande pas que tu t'abolisses. Il exige que tu restes ancré dans ta dignité, même quand l'autre cesse de voir ta lumière. Tu n'es pas ici pour devenir cynique, pour fermer ton cœur aux expériences futures. Tu es ici pour apprendre à aimer sans te perdre, pour offrir sans t'effacer, pour donner sans transformer ton don en prison. Ce que Nietzsche nous lègue, ce n'est pas une vision glaciale des relations. C'est une invitation à la souveraineté. Il nous rappelle que l'homme qui abdique son propre chemin pour être choisi finit toujours par être rejeté, et que celui qui reste fidèle à sa trajectoire, même quand l'autre s'éloigne, conserve une forme de respect qui ne peut pas être achetée. Tu peux continuer de croire que l'amour est une garantie, un refuge qui ne se fissurera jamais. Ou tu peux accepter qu'il est un risque, un pacte précaire, une danse où rien n'est acquis. Dans cette acceptation, tu trouveras une paix plus profonde que toutes les promesses, celle de savoir que tu peux être seul sans te sentir diminué. Souviens-toi, la femme n'aime pas comme tu aimes. Elle aime en fonction d'une tension qui la relie à ta force, à ta capacité de la surprendre, à ta faculté de te tenir debout. Quand tu cesses d'incarner cette verticalité, elle cesse d'y trouver un miroir qui l'élève. Ce n'est pas une injustice, c'est la nature même du vivant. L'homme mûr ne s'y trompe pas. Il ne se lamente pas d'avoir été quitté.
Il ne maudit pas celle qui a cessé de le désirer. Il remercie la lucidité d'avoir fait tomber les masques, car c'est dans la fin d'une illusion que naît la possibilité d'un amour plus libre, plus sincère, plus digne. Si ces vérités t'ont remué, prends un moment pour les laisser résonner. Ne cherche pas à tout corriger tout de suite. Il faut du temps pour que les illusions se dissolvent et que la conscience se solidifie. Mais sache une chose, ce que tu as compris aujourd'hui, personne ne pourra plus jamais te l'enlever. C'est une clarté nouvelle, une lumière qui éclaire tous les liens à venir. Et si un jour tu sens à nouveau l'ombre de la dépendance se glisser en toi, souviens-toi de ces mots. Tu n'es pas ici pour mendier l'amour. Tu es ici pour rayonner, pour choisir, pour offrir ce que tu es sans supplier qu'on le reçoive. Avant de partir, je t'invite à poser une question en commentaire. Quel est le mensonge sur l'amour que tu refuses encore de laisser tomber? Dis-le-moi, car c'est en nommant ce qui te retient que tu trouveras la clé de ta libération. Et si cette vidéo a touché quelque chose d'essentiel en toi, je t'invite à t'abonner, à aimer ce contenu et à le partager avec ceux qui vivent encore dans l'ombre des illusions. Ensemble, nous pouvons construire un espace où la lucidité n'est pas un fardeau, mais la première marche vers une existence plus haute, plus solide, plus vraie.